Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. L'Afrique est-elle la terre promise de la FinTech? On parlera d'inclusion financière avec un incubateur qui mise sur des startups au Ghana et au Kenya notamment. Et on passera en revue un nouveau mode de levée de fonds façon blockchain qui fait fureur sur le continent, l'ICO. Et dans Test 24, Coach Gralet est aux commandes, il revient sur la Coupe du Monde des robots. La France est illustrée il y a quelques semaines au Japon, on refait le match en plateau. Mais d'abord, un mea culpa magistral et un lancement en grande pompe. Samsung dévoilait il y a quelques jours son Galaxy Note 8, l'arme du coréen dans la bataille des superphones. Reportage Julien Cheida. Pour la présentation de son nouveau Galaxy Note 8, Samsung a vu grand. Un show en 3D pour en mettre plein la vue au public. Même si avant la présentation, le show a commencé par un message d'excuse du responsable de Samsung Mobile. Nul d'entre nous n'oubliera jamais ce qui s'est passé l'an dernier. Je sais que je n'oublierai pas. Et je n'oublierai jamais comment des millions de fidèles du Galaxy Note sont restés avec nous. Ne pas oublier le fiasco du Galaxy Note 7 en 2016, dont les batteries défectueuses explosaient. Samsung avait dû rappeler des centaines de milliers d'appareils, à la clé plusieurs milliards de dollars de perdus et une crédibilité en berne. Un an plus tard, le géant sud-coréen a retrouvé de sa superbe, mais cette fois-ci, il n'a plus le droit à l'erreur. On dirait qu'ils ont fini par résoudre leurs problèmes. Le plus important, c'est de voir s'ils ont résolu le problème de la batterie. Il faudra attendre avant de voir s'il n'y aura pas d'autres explosions avec ce nouvel appareil. Je ne pense pas. Cette nouvelle batterie est plus petite que la précédente. En face, la concurrence est rude. Apple devrait présenter son iPhone 8 le 12 septembre, un concurrent direct de la tablette de Samsung. Les deux appareils pourraient sortir le même jour, le 15 septembre prochain. Match au sommet à venir mi-septembre donc. Et comme d'habitude, on va plus loin en plateau avec Guillaume Gralet. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors vous avez sillonné les travées de l'IFA, cette bataille des superphones, elle se prépare dès Berlin avec de nouveaux acteurs. Oui, une des surprises de ce salon de l'IFA, elle nous vient de Chine méridionale, plus précisément de la province du Guangdong, tout près du delta de la rivière des Perles. C'est très précis, on vous aime pour ça. C'est précis, c'est poétique, ça fait rêver. Et c'est notamment là où a émergé un acteur qui s'appelle OnePlus. OnePlus qui a surpris beaucoup les geeks ces dernières années avec des spécificités très fortes de recharge rapide, de puissance de processeur notamment, à des prix qui sont jusqu'à 2 fois inférieurs à ce qu'on connaît aujourd'hui chez les superphones. Ici, on a un 5 qui a séduit notamment grâce à un double capteur photo. Alors le double capteur photo, OnePlus n'est pas le seul à en faire. C'est de plus en plus généralisé. Ça vous permet, lorsque vous prenez un cliché, de le voir sous 2 angles différents. Cette nouvelle perception du réel, j'allais dire, ça va être un des points forts de la technologie dans l'année à venir, grâce notamment à la réalité augmentée, qui a séduit Sony et Google à travers notamment un nouvel outil pour les développeurs. Allez, on continue à égrener les tendances de cette rentrée et 2017, c'est l'année de la FinTech, tout particulièrement en Afrique. Une terre promise des paiements sur mobile où la moitié des startups du secteur se sont lancées il y a moins de 18 mois. Oui, mais parfois, elles manquent de conseils et de financement et c'est là qu'entrent en jeu des incubateurs comme Digital Financial Services Innovation Labs. DFS Labs vient d'investir 200 000 € au Ghana et au Kenya notamment. Alors pour en savoir plus, on rejoint à Seattle son directeur Jack Kendall. Hello Jack. Thank you. Thank you for having me on the show. Quelles sont les pépites sur lesquelles vous misez? Well, we have an exciting group of companies from all over the world, everywhere from Ghana to Kenya, Pakistan, India, even a couple of companies in the US and the UK who are serving clients in Africa and South Asia. So really a global set of innovators and companies. They are building products and solving problems for consumers all the way from how do I get a loan, how do I buy a car or some other kind of asset that helps me improve my livelihood, all the way to insurance and even on the other side, building infrastructure that banks and mobile operators can use to serve their clients better. Et ce qui est en jeu, c'est l'inclusion financière. Comment vos startups peuvent résoudre cette équation? Well, financial inclusion is simple but hard. So it's simple in the sense that it's really just about bringing the kinds of products that you and I use every day to people that have never had them before. And so in order to do that, we have to focus on being hyper efficient, creating, low price,
smoothing out the user experience so that it's very simple and very easy to use, and then allowing them to be delivered in the kind of environment where low-income populations live, which generally means they have to be delivered over mobile phones, sometimes not even smartphones. And so to do all of that, you really have to be creative and apply often very advanced technologies so that you can achieve the level of efficiency that allows you to serve people who are doing small transactions, saving small amounts, borrowing small amounts, and doing that in the kind of environment in Africa and South Asia that they live in. Ce que vous essayez de construire, c'est une véritable communauté d'entraide dans la fintech. L'idée, c'est d'amener de l'open innovation dans le secteur? Well, we're definitely trying to create a community. Whenever one of our entrepreneurs faces a challenge, we try to find someone who can connect with them and can say, look, I've been there, I've seen that problem before. And there isn't a ton of people in the world who've done that, who've built a digital product in the developing world. And so in order to help our entrepreneurs, we've had to create really a global network of entrepreneurs in other countries, as well as experts and mentors who can bring to bear that kind of knowledge. And I think that one of the things that differentiates us is we've been able to create a network of people, and we can bring to the table, you know, a banker in Mumbai who's launching a digital bank, with an entrepreneur in Kenya who's doing something similar, with an engineer from Silicon Valley who may have something else to contribute to the puzzle. Et puis il y a la question de l'innovation inversée, très importante en matière de fintech. Quelles sont les tendances à observer sur place qui pourraient bientôt déferler sur d'autres continents? Yeah, we are seeing a lot of that. We're seeing Silicon Valley companies who launch in Silicon Valley, but only to serve clients in Africa and South Asia. And we're also seeing really creative solutions and innovations in our markets that are likely to go the other direction. So for example, there's a lot being done right now using alternative sources of data on mobile phones that can be used to create financial products, and in particular credit. And we wouldn't be surprised to see something like that launch in the US or in Europe in the coming years. We're also seeing a lot of really interesting innovation in the infrastructure area. So India, for example, and a number of other countries have set up really advanced identity systems, digital identity systems that integrate into the financial services sector pretty seamlessly and allow people to, and financial institutions to identify each other online in a way that can't be done yet in a lot of advanced countries. Merci infiniment à vous, Jake Kendall. Merci. Alors Guillaume, l'autre tendance fintech en Afrique, notamment en ce moment, ça concerne les levées de fonds pour nourrir ces startups avides de cash. Et ce sont les ICO, Initial Coin Offering en anglais dans le texte. Mais concrètement, une ICO, c'est quoi? Une IPO version blockchain? C'est un peu ça, et c'est surtout du financement participatif, c'est-à-dire du crowdfunding nouvelle formule, où les porteurs de projets sont à la recherche de nouvelles monnaies. Vous savez, l'Ether, le Bitcoin par exemple, ces porteurs de projets, ils vont récompenser ceux qui ont eu confiance en eux à travers des tokens. Ces tokens donnent droit à essayer en primeur ces nouveaux services. Et puis, c'était anecdotique il y a encore quelques mois, et ça prend un essor formidable. Depuis le début de l'année, il y a eu quand même eu 90 projets qui ont été financés, qui ont récolté $1 milliard. Un seul exemple, à travers Brave par exemple. Brave a levé en moins de 30 secondes 35 millions de dollars. C'est un nouveau navigateur Internet particulièrement libre pour ses utilisateurs. Et l'ancien créateur de Mozilla, Brendan Eich, a été particulièrement satisfait. Une effervescence au niveau des ICO donc, et au Nigeria, ça se concrétise aussi. Oui, alors ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est que ça permet de se passer des banques, mais également de remettre en cause l'existence même des États. Alors ça intéresse le Zimbabwe à travers la start-up BitMari, mais également le Nigeria à travers plusieurs projets. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est notamment le projet SuperDAO qui veut permettre de réinventer la façon dont on joue au poker à travers un projet un peu rigolo, Pokerium, et également rendre l'énergie solaire accessible à tous. Leur slogan, c'est posséder des couvertures solaires de manière libre et anonymement. De l'argent par tous et pour tous, donc ça sonne presque comme un programme politique. Mais si j'ai bien suivi mes cours de blockchain, ça voudrait dire que le système est infaillible. Alors le système en lui-même, c'est-à-dire le système de la blockchain qui permet de vérifier en permanence grâce à des opérations informatiques complexes, lui n'est pas remis en cause, il fonctionne bien. Ceci dit, il y a des pirates qui ont été très malins et qui ont tout simplement
truquer des mots de passe pour se faire passer pour des organisateurs d'ICO et récolter l'argent à la place des porteurs de projets. C'est une mésaventure qui est arrivée à la plateforme CoinDash qui a perdu pas moins de 7 millions de dollars. Bref, on gagne facilement de l'argent avec les ICO, mais on en perd facilement aussi. Attention où vous mettez vos bitcoins. Et tout de suite, passement de jambes robotisé, c'est Test 24. Et je vous l'avais dit, Neymar n'a qu'à bien se tenir. Les robots footballeurs sont sur le plateau de Tech 24. Et pour cause, la RoboCup, la Coupe du monde des robots, s'est déroulée il y a quelques semaines au Japon, à Nagoya. Et les Français se sont particulièrement illustrés lors de cette édition 2017. Alors concrètement, coach Gralet, une Coupe du monde des robots, ça se passe comment? Oui, alors un grand bravo à cette équipe de Roban. Donc on a deux éminents représentants ici, qui s'appellent Aria et Tom. Et Aria et Tom, ils sont en train de se relever. Et ils ont fait partie de l'équipe Roban qui a remporté la catégorie Kid Size, c'est-à-dire les robots humanoïdes de moins de 80 cm. On voit ici que c'est une vraie victoire collective, une recherche que l'on doit au Labri, c'est le laboratoire bordelais de recherche en informatique, l'Université de Bordeaux, le CNRS et l'école d'ingénieurs INP. Très concrètement, on voit que Aria va essayer de mettre un but ici. Mais bravo parfait. Aria. Aria, en fait, il y a un vrai travail sur l'équilibre et la possibilité de marcher. Oui, parce que c'est ce qui est une des choses les plus difficiles en fait à réussir à concevoir en termes d'ingénierie robotique, que le robot réussisse à percevoir le mouvement qu'il va devoir effectuer. Oui, la marche qui nous semble si naturelle, c'est une succession de déséquilibres contrôlés. Et ici, pour aider les robots, il y a notamment une caméra qui est sur leur tête. Il y a également 20 moteurs qui vont leur permettre de répliquer des mouvements avec une certaine liberté. Et puis, il y a des capteurs. Des capteurs, vous en avez 4 sur chaque pied qui vont leur permettre de savoir si c'est très difficile de se pencher un petit peu en avant et puis d'essayer de mettre un but. Des successions de déséquilibres contrôlés, l'expression est très belle, mais qui surtout peuvent avoir une véritable utilité pour la recherche médicale. Oui, c'est ça qui nous a intéressé dans ce projet, Marjorie, c'est que tout le fruit de cette recherche, ça fait 7 ans que cette équipe de chercheurs planche là-dessus, elle travaille en partenariat avec l'hôpital de Garches, vous savez, où il y a notamment de grands accidentés, et les mouvements corrigés sont parfois utilisés pour mettre au point ce qu'on appelle des orthèses. Ce sont comme des prothèses, mais à l'extérieur, un petit peu, on se rapproche des exosquelettes, et ces orthèses vont être utiles notamment pour des malades de la polio, et ça peut faciliter la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Merci infiniment Guillaume, et on suivra en nouveau les aventures de Tom et d'Aria, notamment pour la prochaine RoboCup à Montréal. Ce sera à l'été 2018, et notez que la France, Cocorico, est elle aussi candidate à l'élaboration de la RoboCup pour 2020. On se quitte d'ailleurs sur ces images de Nagoya, c'était en juillet dernier. Vous voyez les exploits de nos robots, et nous on se dit à très vite sur le plateau de Tech 24.